Pour la suite, une question, comment planter sa boîte? On en rêve tous un jour de planter sa boîte, on ne sait pas toujours comment faire. Les deux prochains speakers vont nous l'expliquer. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Sylvain Tillon et Gérald Cressionne qui sont déjà en train de monter. Petit instant danse. Très bien. Alors, j'ai l'impression que Sylvain, tu es prêt à commencer, à démarrer. Alors, écoute, je t'en prie, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Ça, c'était moi, il y a 13 ans. J'étais un peu plus jeune, j'ai un peu moins de barbe. Et je m'appelle Sylvain. Enfin, comme c'est écrit, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait l'EM, une école pas très loin d'ici, donc des études. Et jusque-là, j'avais pas encore raté grand-chose, parce qu'à 21 ans, à part le permis moto que j'ai raté la première fois, parce que comme un con sur le truc facile que j'ai mal fait, j'avais rien raté. Et en première année d'école de commerce, on devait tous faire un projet virtuel de création d'entreprise. Et comme je faisais de la moto, j'ai voulu faire des bijoux pour cheveux. Tout de suite, on voit le lien, c'est évident. Mais en fait, si je vous explique tout, j'avais les cheveux un peu plus longs, et sur les blousons de moto, il y avait du scratch, et je m'étais rendu compte que le scratch, ça tenait vachement bien dans les cheveux. Oui, c'était une idée de merde, mais j'étais dans les 12 meilleurs projets de l'école, quand même. J'avais même vendu des bijoux chez Desange. Et ça s'appelait, en plus, avec un nom bien à chier, super jeu de mots, Lucifer. Waouh, j'ai été super lent. Ouais, mais j'avais 21 ans, quand même. C'est plein de choses qui s'excusent, mais j'ai des jolis bijoux. Et à ce concours, je me suis retrouvé donc avec les 12 meilleurs projets face à un jury de professionnels. J'ai fini 11e sur 12. J'ai pas fini dernier. Donc c'est pas encore un vrai échec. Et là, il y a une très très jolie femme, alors un peu plus jolie que ça. Moi, je suis génération M6 dimanche soir à minuit ou premier samedi du mois sur Canal+, en brouillé, on essaie avec le truc voir au travers, mais ça marche pas. Et là, c'était mon fantasme féminin. Je devais avoir genre 28 ans, la femme cougar. Moi, je suis l'enfant, 21 ans. Et à la fin de la présentation, elle vient me voir. Oh, j'en pouvais plus. J'arrivais presque plus à parler. Elle vient me voir en disant, Sylvain, tes bijoux, ils sont pas beaux. Bon, ok, ça passe. De toute façon, je n'entendais plus, je faisais que la regarder. Et je plongeais dans son décolleté. C'est mal, je sais, mais c'est pas grave. Et deux, ton équipe, elle tient pas la route. Ouais, c'est dur. Ouais, ils sont pas terribles, mais c'est dur. Voilà ma carte. Si tu trouves une autre idée, moi j'adore ton concept de boucle d'oreille de cheveux, là. Un truc qui sert à rien mais qui est juste joli. Voilà ma carte et je t'invite à dîner à Paris. Ce qu'il fallait pas dire. Merci Valérie, c'est grâce à toi que j'ai créé cette boîte. Et en plus, sur la carte, il y avait écrit aussi L'Oréal. Je me suis dit, si L'Oréal y croit, pourquoi pas. J'ai trouvé une autre idée en voyant ma maman me recoudre un pantalon, utiliser un passe-fil pour mettre, parce qu'elle est un peu bigleuse, ma maman. Elle est super gentille, mais bigleuse. Et du coup, pour mettre le fil dans le chat de l'aiguille, elle utilisait un passe-fil. Et je me dis, pourquoi on ne pourrait pas enfiler des bijoux dans les cheveux? Et j'ai créé des bijoux pour cheveux qui s'enfilent tout seuls. J'en ai encore un dans la poche. Je vous montrerai ça après. Mais là, maintenant, on a une super idée de bijoux pour cheveux. Moi, mes stars à l'époque, c'est Laurie, Priscilla, Jennifer. Et je suis allé voir un spécialiste en plasturgie pour fabriquer ce bijou. Parce que moi, la physique, j'ai arrêté ça en seconde, j'ai fait éco. Donc, aucune idée de comment il fallait faire ce produit-là. Et un grand rendez-vous mythique qui a duré 2 heures. Donc moi, je parlais d'étames, clairs, des petites étoiles qui brillent dans les cheveux, qui sont toutes mignonnes pour les petits-enfants. Il me répondait Durtéchor, néoprène, SEBS ou coefficient d'allongement. Ça a duré 2 heures comme ça. Heureusement, il y avait Stéphane au milieu de nous, qui était de la chambre de commerce à Lyon, et qui m'a pas mal aidé à comprendre après. Et le pire, c'est qu'il avait fini par une question terrible, et s'il y a quelques ingénieurs, ils vont se foutre de moi. Mais il dit, Sylvain, les questions vachement faciles, parce que j'ai vu que tu n'avais rien compris. Ton produit, d'après toi, on l'injecte ou on l'extrude? On quoi? Je savais même pas que c'était français ce mot. En fait, on l'injecte, c'était évident quand on sait comment ça marche, mais moi, je savais pas. Voilà le début de l'aventure. Un produit qu'on fabrique au départ en Chine parce que les Français n'y croient pas, mais qu'on vend en France, au Japon, aux États-Unis, un peu partout en Europe. Plein de choses, plein d'aventures, plein de trucs de fous. En fin de minute, on fait 500 000 € de chiffre d'affaires, on passe rentable, on commence à s'amuser. Mais quand même fait plein d'erreurs là-dedans. Et j'en ai fait un petit fleurigé, j'ai pris, je crois, les 6 meilleurs. La première, comme on le voit sur cette photo, un petit manque de cohérence homme-projet. Oui, je ne vois pas les couleurs. Non, je ne vais pas chez le coiffeur. Et non, je ne suis pas une fille, je vous rassure. Enfin, je me rassure aussi. Enfin, je ne sais pas. Du coup, c'est sûr que pour incarner un projet de bijoux pour cheveux quand on est un mec, et le journaliste de Capital a réussi à me prendre une photo de moi avec des bijoux dans les cheveux. Oui, je les ai mis quand il me l'a demandé. Ça fait quelque chose de terrible. Mais j'étais peut-être pas le meilleur pour porter ce projet, même si j'y croyais à fond.
Deuxième grosse erreur, j'avais 21 ans, pas de sous. J'ai fait 2 prêts étudiants à ma banquière, qui était très gentille. Donc j'ai mis 15 000 € dans cette boîte avec un brevet mondial qui coûtait 80 000, avec du stock, parce qu'il fallait bien produire des bijoux, avec un moule qui coûtait 10 000, plus lancement d'une boîte, quoi. Voilà, moi j'avais 15 000. Donc ça fait plein de non-choix parfois, de système D quand il faut vraiment investir et que je ne pouvais pas le faire. Je crois que ça c'est la plus belle, c'est la peur d'échouer. Parce que quand on a 21 ans, il y a 12 ans, 13 ans, on ne se rend pas compte qu'il n'y avait pas d'entrepreneurs jeunes, ça n'existait pas, c'était pas à la mode comme aujourd'hui. Et donc du coup j'étais un peu partout, c'est trop bien, Sylvain il crée sa boîte, en plus c'est un produit, c'est visuel, ça se comprend, c'est facile, c'est mignon. Ça plus, ouais, j'avais jamais trop échoué et on veut pas échouer. On fait tout pour pas échouer. Quand on fait tout pour pas échouer, on décide de rien faire. Comme ça on est sûr de pas échouer. Et ça s'est retrouvé sur un truc con. Le dirigeant fondateur de Icewatch, vous vous rappelez ces petites montres en plastique il avait fait une séance photo avec une superbe mannequin néerlandaise blonde qui lui avait coûté 15 000 € et qu'il avait placardisé partout dans le monde. Il faisait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Moi, j'ai fait 5 séances photo à 3 000 €, j'ai pas une photo potable. Parce que j'ai pas un bon coiffeur, j'ai pas une bonne mannequin, c'est parce que la fille est jolie dans la rue qu'elle va faire des jolies photos, et que j'ai pas une bonne maquilleuse non plus. Mais à chaque fois, je recommence. Mais j'ose pas mes 15 000, parce que si je choisis mal ma mannequin, ouais, en choisissant pas, on choisit mal à chaque fois. Piètre vendeur, parce qu'en école de commerce, évidemment, on n'apprend pas à vendre. Ce serait intéressant, sinon, une école de commerce. Et que j'étais le premier au bureau à 8h, le dernier à partir à 20h, et j'attendais que le téléphone sonne. Mais il sonnait pas. Mais j'étais là, hein. Au cas où, on ne sait jamais. J'avais quelques mails de Nigérians auxquels j'avais répondu à l'époque, qui me demandaient des bijoux et qui connaissaient bien mes références, et j'ai failli me faire avoir. J'ai mis 3 ans à sortir sur le terrain, parce que j'ai insulté mon commercial, parce qu'il n'avait pas assez vendu. Et un jour, il m'a dit, Sylvain, montre-moi comme toi tu fais. Je sais pas trop. Et c'était passionnant, et j'ai appris un peu à vendre avec lui, heureusement. Mais c'était une sacrée erreur. Le time to market, pareil, anecdote, avec ce projet, on a gagné pas mal de concours, jusqu'à des concours mondiaux. On a battu INSEAD, HEC, Bocconi, des grandes écoles européennes, où nous, au bout de 3 ans, on visait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Et la conclusion du jury, c'est qu'on n'était pas assez ambitieux. Au bout de 5 ans, je faisais 500 000, on était super contents. Donc ce time to market où on était sûr que ça allait cartonner, que ça allait faire le buzz, évidemment le buzz, ça l'a pas fait. Et en plus de ça, en tant qu'enfant, j'ai voulu m'entourer de plein de gens. Et un truc con, c'est que j'ai pris une assistante comptable à mi-temps alors qu'on faisait pas 100 000 € de chiffre d'affaires parce que j'avais très peur de la compta et que ça me rassurait à fond d'avoir quelqu'un en bureau, mais elle avait 10 factures à traiter par mois et ça me coûtait un fric fou. Et aussi, pas toujours très complémentaire. J'ai mal choisi mes premiers associés, enfin mon premier associé notamment, et d'autres après. Ça en fait des erreurs. Une dernière, avant même d'avoir réussi à lancer les bijoux pour cheveux pour femmes, parce que finalement c'est les femmes qui étaient mes clientes, j'étais déjà sur les bijoux pour chiens. Il y avait un sacré marché aux États-Unis, et les bijoux anti-poux, parce qu'on pouvait mettre des odeurs et des essences, des huiles essentielles dans les bijoux. Ouais, je sais. Tout ça, j'en ai fait un bouquin d'ailleurs qui s'appelle 100 conseils pour planter sa boîte, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus des erreurs des autres que des réussites, et que j'en ai fait bien plus que 8 présentés là, et il y a plein de conseils d'autres entrepreneurs. Et vous allez dire, ce mec c'est vraiment un boulet. Ouais, mais il vous suffit d'une erreur pour vous planter méchamment. Et qu'est-ce qui se passe quand on se plante? Parce que nous, fin 2008, c'est la crise, on a plein de dettes, on s'en sort pas, et début 2009, notre chiffre d'affaires baisse de 60% parce que les coiffeurs n'achètent plus rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon pote au centre, le juge. Super sympa, le juge. C'est la pire minute de ma vie, parce que ça ne dure qu'une minute au final. Il prend votre dossier, il fait on peut pas faire grand-chose là. Vous êtes comme un con dans le tribunal, vous vous sentez super mal, on se sent direct coupable quand on est dans un tribunal. Vivez-le une fois, c'est intéressant à faire. Moi, c'était déjà j'avais déjà fait 3 procès avant, donc je connaissais un peu le truc. Non. Bon, vous ne touchez plus à rien. Il fait tomber le marteau. Vous ne touchez plus à rien, vous ne répondez plus au téléphone, vous n'entrez plus dans les bureaux. Je vais nommer un commissaire-priseur, lui. Ah non, liquidateur d'abord, et un commissaire-priseur. Le commissaire-priseur va évaluer vos biens, et le liquidateur va se charger de les vendre pour rembourser vos dettes, on ne casse qui peut. On a un brevet mondial qui est validé parce qu'on a gagné un procès. Quelqu'un qui nous a attaqué dessus, on l'a gagné. On a 30 000 € de stock en prix d'achat dans les bureaux. On a des ordinateurs, et on a fait 500 000 € de chiffre d'affaires en 2008. Et on est mi-2009. On va dire, grosse louche, la boîte vaut 250 000 €. D'après vous, à combien il est évalué? 3 500. 5 ans de votre vie, ça vaut 3 500. Il y avait quand même 5 collaborateurs dans la boîte.
On avait quand même fait tourner la boutique. Horrible. Et le liquidateur qui est tout aussi sympa, j'arrive avec tous mes cartons de compta, et franchement, quand on liquide sa boîte, on ne fait pas le fier, quoi. Et j'ai pas le temps de les poser, je suis tout en sueur, il fait super chaud, ça en été. Il dit, monsieur Tillon, je sais que vous avez recréé une boîte. Si je vous pose une question, je veux une réponse dans les 24 heures, sinon je vous mets en interdiction de gérer. À l'époque, on était encore côté Banque de France 0,40 à l'époque. Donc pas de droit au prêt bancaire, pas de droit de recréer des comptes, top. Et évidemment, il m'en fallait un quatrième, procès, parce que j'ai eu la bonne idée de prendre des cautions bancaires. C'est un des conseils de mon bouquin, prendre des cautions bancaires personnelles, certes sauf-arisées, ou maintenant c'est Oseo, mais Oseo n'intervient que si vous êtes en situation de liquidation personnelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable vous-même de repayer quoi que ce soit et que pendant 10 ans, il y a quelqu'un qui va vous dire ce que vous avez le droit de dépenser ou pas. J'avais 2 banques, CIC et Crédit Mutuel. CIC, je les appelle le lendemain de ma liquidation en disant « Je vous dois des sous, combien je vous dois ?» Je dois 30% de la somme qui reste à rembourser. Je vous fais le virement. Ils m'ont dit OK, ils m'ont donné la somme, j'aurais fait le virement. Crédit Mutuel, qui est le même groupe pourtant, ils dit non, nous on veut 100%. On s'est vu 2 fois. Moi j'avais pas droit au RSA, parce que dirigeant. Pas droit au chômage évidemment, j'ai été dirigeant aussi, donc je redémarrais une boîte. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de discussion possible. Pas de nouvelles pendant 1 an. 1 an après, j'avais une petite lettre d'huissier dans ma boîte aux lettres, comme quoi j'étais convoqué le 4 septembre au tribunal pour délit de fuite devant responsabilité et caution, je sais pas quoi. Enfin, tout ça pour dire qu'en plus, j'ai gagné ce procès. C'était 4e, c'est cool. J'en ai pas eu de 5e. Et par-dessus le marché, ma copine qui me liquide aussi, parce qu'un entrepreneur, c'est vachement cool quand ça réussit, c'est vachement moins cool quand ça foire et quand c'est un peu paumé. Voilà. Merci. Merci Sylvain. Oui, non, c'est bien de terminer sur une rupture, c'est chouette. Gérald, il va falloir passer après ça. Ouais, première erreur de la soirée, c'est passer après Sylvain. Et je le savais en plus, c'est une machine à pitcher. Il était debout là, on ne pouvait plus l'arrêter. Je vais ramasser ton bijou. Je peux voir ? Alors, Gérald, toi, c'est presque un peu particulier parce que tu vas finalement nous parler de l'échec d'une autre boîte. Oui, mais je l'assume pleinement. Je l'assume volontiers et pleinement, oui. Effectivement, moi, je vais vous parler d'une boîte qu'on a accompagnée sur Startup Maker. Donc, Startup Maker, on est un studio de startup. Un studio de startup, notre métier, c'est de créer des projets, d'initier des projets innovants en interne, de les amener jusqu'à un certain stade d'accélération, phase à partir de laquelle on a d'autres investisseurs qui rentrent dans le projet, qui prennent le relais, qui l'amènent un petit peu plus loin. On a notre track record, les Grenoblois doivent connaître le drone Exopus, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vous suit, qui vous filme dans vos activités outdoor, quand vous faites du ski, du vélo, ce genre de choses. Et le projet du moment s'appelle iBubble, c'est le petit frère, la déclinaison sous-marine de Exopus, donc c'est un diving buddy, un compagnon de plongée. Vous faites de la plongée sous-marine, il vous suit, il peut même aller suivre un requin, une tortue, ce genre de choses sous l'eau, et prendre des photos et des vidéos pour vous. Mais on n'a pas toujours fait ça. On a commencé, quand on a lancé la boîte, c'était en 2013. On était sur une posture différente. On était une espèce d'objet hybride. C'est pas très bon déjà d'être un truc hybride. À la fois fonds d'investissement et accélérateur. C'est-à-dire que le métier, c'était finalement d'injecter des moyens humains et financiers dans des projets innovants relativement tôt. On appelle ça un early stage. Donc les projets ne sont pas forcément des boîtes qui sont déjà créées. Et de les aider à aller très vite au marché, aller très vite créer leurs premiers euros de chiffre d'affaires, aller très vite prendre de la vitesse, ainsi de suite. Donc on a quelques projets qui ont bien fonctionné. Les Grenoblois connaissent une petite mousse. Une petite mousse, ce sont des coffrets d'abonnement pour déguster chaque mois une sélection de bières artisanales que vous recevez chez vous. Je vous engage à vous abonner. Mais une petite mousse fonctionne très très bien. En l'occurrence, je ne vais pas en parler ce soir puisque on est censé parler des projets qui ont moins bien fonctionné ce soir. Je vais vous parler d'un autre projet qui s'appelle Révolusport. Et Révolusport, qu'est-ce que c'était ? C'était une plateforme de crowdfunding sportif, crowdfunding, financement participatif. Donc le but du jeu, c'était quoi ? La promesse, c'était d'aider des sportifs de haut niveau qui avaient besoin de sponsoring financier, finalement, à acquérir des fonds pour aller participer au JO, pour aller participer au championnat du monde, ce genre de choses, avec la spécificité de se positionner plutôt sur des sports qui sont relativement peu rémunérateurs. C'est-à-dire que quand on est footballeur, ou golfeur, ou qu'on fait de la F1, alors c'est vrai que quand on a réussi, ça fonctionne bien, les premiers temps sont un petit peu plus durs. Là, on était sur des choses
parfois un petit peu plus alternatives, du badminton, du parachutisme. Si ça pouvait être en e-sport, c'était un petit peu mieux. Donc voilà, alors ça peut être une vision sympa, ça peut être une vision fondatrice de dire je défends des sports alternatifs et je vais aider le handisport à se développer, mais la réalité c'est aussi que les foules elles regardent plus facilement la Coupe du Monde de foot à la télé finalement que les JO handisport, quoi. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui ait fait que le projet n'est pas réussi. Comment on a lancé ça? Alors le porteur de projet, la personne qui nous avait soumis l'idée, nous propose ça. On met assez rapidement un site internet en place pour commencer à présenter des projets. Donc la mécanique, qu'est-ce que c'est? Vous mettez de l'argent sur la tête d'un sportif pour l'aider à aller au JO ou aller au championnat du monde. En échange, vous obtenez des rewards. Ces rewards sont finalement une expérience, hein, c'est statutaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aller s'entraîner une fois avec lui, ça veut dire obtenir un pass VIP pour aller voir un match, ça peut être une photo dédicacée, voilà ce genre de choses, quoi, en fait, hein. Donc en fonction du niveau de participation financière que vous avez donné. On monte assez rapidement le site internet finalement pour lancer le projet. Alors on démarre sur un site déjà assez costaud avec un back-office qui tourne, quelque chose déjà une belle machine de guerre. Je pense que c'était pas forcément très malin, en tout cas pas pour une boîte qui se prétend agile dans ses pratiques. Mais toujours est-il qu'on s'aperçoit assez rapidement finalement qu'on a du mal à fédérer. On a du mal à fédérer plusieurs choses. D'abord, on a du mal à fédérer des gens en quantité pour venir sur la plateforme, pour venir finalement soutenir et participer à l'effort financier des sportifs. Et en plus, ceux qui viennent investissent finalement des tickets qui sont relativement réduits. On parle de tickets de 5, 10, 15 euros. Donc c'est vrai que 5, 10, 15 euros fois un nombre réduit de personnes, bon, on n'arrive pas finalement à boucler les budgets qui vous permettent de partir à Sochi au JO forcément. Alors on s'attendait au fait d'avoir des tickets relativement réduits en termes financiers. En revanche, la proposition de valeur, la promesse qu'on était censé délivrer, c'était d'aider les sportifs à justement aller plus loin que leur cercle famille et amis proches pour aller chercher des fonds ailleurs, aller chercher ce qu'on appelait nous les cercles de niveau 2, de niveau 3. Et ça fonctionne pas. On n'arrive pas à véritablement porter la bonne parole plus loin que le cercle des familles et amis proches. Alors, on a quand même eu quelques beaux succès. J'ai pris des notes, mais je ne vais pas les sortir. Mais enfin, des champions effectivement de badminton qui ont un champion, Brice Leverdez, qui a quand même réussi à financer 10 000 euros sur sa campagne. On a eu une championne de halfpipe en snowboard qui avait eu un financement supérieur à 10 000 euros. On a eu une championne de surf. Surf, on est déjà dans un sport un petit peu plus sexy, hein. Voilà, elle avait fait 23 000 24 000 euros. Mais la vidéo était plus vendeuse aussi. Elle était en maillot de bain. Mais enfin voilà, toujours est-il qu'au-delà de ces épiphénomènes, en fait, on n'arrive pas vraiment à fédérer. On essaye rapidement de faire des pivots, déjà des pivots dans le business model, puisque finalement, sur ces campagnes de crowdfunding, si vous n'atteignez pas les niveaux de financement, ben vous ne récupérez pas du tout l'argent, du tout. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas même la somme intermédiaire. Or, si vous avez investi des sous pour faire venir les gens sur la plateforme, de la publicité, cet argent est perdu. Donc on essaye de corriger ça. On met forcément des efforts en marketing, en publicité pour faire venir les gens sur la plateforme, essayer de faire venir plus de monde. On essaie d'envisager des pivots, comme par exemple changer de géographie. Peut-être qu'en France, effectivement, c'est pas très porteur, et aux États-Unis, la culture du sport est différente, et si on allait taper là-bas, porteur un petit peu réticent, voilà, on n'y arrive pas. Bref, on tente quelques pivots, et force est de constater que on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas du tout. Or, en parallèle, nous-mêmes, on était sur Startup Maker en train d'opérer notre propre mue, notre propre changement, et on est en train de passer de cette posture d'accélérateur, investisseur accélérateur, à cette posture de startup studio. Donc quelque part, nous-mêmes en interne, on avait perdu l'envie, en fait, on avait perdu le feu sacré, on avait perdu la foi, et on voulait se consacrer sur nos propres projets. Donc on a dû prendre la décision douloureuse pour le porteur et pour nous aussi, parce qu'on crée des relations avec les gens, d'arrêter d'investir dans le projet. Et avec le recul, moi je trouve ça intéressant de faire l'exercice ce soir, parce que quand on essaye d'analyser les raisons qui font qu'on finalement la boîte se plante, moi je dis on, hein, depuis tout à l'heure, vous avez remarqué, mais s'il y avait un porteur, mais parce que nous on se considère vraiment dans les équipes et dans les équipes opérationnelles, on est vraiment partie prenante dans les projets, on met les mains dedans, quoi. Si on essaie d'analyser les raisons finalement de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de trucs super basiques. Enfin, en préparant l'exercice là pour venir ce soir, je me dis mais comment on a laissé passer ça? Comment on a laissé passer ça? Comment on a laissé...
Finalement, il y a plein de warnings qu'on aurait dû voir venir, et puis la tête dans le guidon, l'envie d'aller sur le projet, l'univers sportif, ça nous parle, ainsi de suite. On a été trop passionnés, je pense, et puis on n'a pas vu venir ça. Première erreur de base, le porteur était seul. C'est pas bon. Enfin, je sais pas, toi, Sylvain, tu me confirmeras ça, mais une équipe, c'est mieux qu'une personne seule. Après, on a des associés, on a des gens autour de nous, mais nous, on considère en tout cas qu'une équipe ou un trio, un duo, un trio, c'est toujours plus fort qu'une personne toute seule. Qui plus est, si la personne a une activité en parallèle. Or, le porteur avait une autre activité en parallèle pour faire bouillir sa marmite, donc il n'était pas 100% concentré sur le projet. Deuxième erreur de base qu'on n'aurait jamais dû laisser passer. Donc on continue comme ça à dérouler effectivement les raisons qui nous amènent à cette situation. Vraisemblablement qu'on a grillé les premières étapes de lancement du projet. Les premières étapes, c'est aller vérifier à minima la proposition de valeur avant de monter un site internet qui soit une bête de guerre pour accueillir 200 projets. Déjà, essayer de s'apercevoir si on est capable d'aller toucher les gens avec un site en version bêta, avec un site en version dégradée, ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable, avant d'aller investir des sommes conséquentes dans un site web. Voilà, on continue. Le fait que l'équipe ne soit pas vraiment constituée autour du porteur, à part nous, il y a un manque cruel de compétences dans la boîte. Ces compétences de base dont on a besoin sur un projet comme ça, des compétences comme le web marketing, comme le community management. On est juste en train de vendre une prestation publicitaire finalement aux sportifs en leur disant je vais faire ta pub pour que tu te finances, et on n'a pas les compétences en interne. Bref, on s'aperçoit finalement que peut-être par confiance exacerbée, par manque d'humilité, par manque de temps d'analyse, ainsi de suite, on a grillé pas mal d'étapes comme ça, où on n'a pas su poser les bons jalons pour poser des warnings au porteur et lui dire ce point-là, il faut le corriger tout de suite, ce point-là, il faut le corriger tout de suite, ce point-là, il faut le corriger tout de suite. Voilà donc en gros sur l'expérience Révolu Sport. Des plantages, il y en a eu d'autres, heureusement, évidemment. Des succès, il y en a eu aussi, mais c'est celui-ci qu'on avait envie de mettre en avant ce soir. Voilà, merci. Très bien. Merci Gérald. Alors, avant de passer la parole à Pablo, j'aimerais qu'on revienne sur Sylvain, parce qu'il nous a laissé au fond du trou, au fond de son trou à lui. Donc, Sylvain, après, qu'est-ce qui se passe ? Après, je suis devenu prof à l'EM, déjà, à 25 ans, alors que je n'étais pas encore diplômé, parce que j'ai créé un cours autour de ce plantage, vu qu'on avait gagné tous les concours de business plan du monde, et que j'ai compris et j'ai fait comprendre que les seuls chiffres vrais de ce business plan, c'était le numéro des pages. Le fait d'en parler, ça m'a vachement aidé. Je suis allé chercher du travail pour rassurer mes parents qui me disaient « Sylvain, on t'avait dit, arrête de jouer, trouve un vrai boulot ». J'ai beau leur expliquer que ça faisait 5 ans que j'avais un vrai boulot, que des vrais salariés, mais pour eux, c'était encore du jeu. Je vais aller chercher du boulot, et un bon truc à noter pour tous ceux qui vont se planter, parce que ça va arriver à au moins 1 sur 2 parmi vous, on trouve assez facilement du travail derrière. En tout cas, moi, tous les entretiens où je l'ai reçu, j'ai eu le job quasiment à la fin. Le seul truc, c'est qu'après 5 ans d'indépendance, avec des gens qui vous font grandir, où vous pouvez prendre toutes les décisions, avancer, vous éclater, vivre, juste aller au travail avec le sourire. Après, j'ai fait la connerie d'aller voir des grosses boîtes aussi, mais qu'on m'a expliqué qu'il fallait 12 signatures pour changer la machine à café qui ne marchait plus. J'ai pas eu le courage de signer. Donc ça, je me suis rassuré un peu comme ça. Et après, je suis allé recréer une boîte, mais surtout parler de mon histoire. Alors du coup, il y a 60 000 rebonds, je pense que c'est une intro pour eux. Moi, ils n'étaient pas là à l'époque. Mais c'est des copains avec qui j'en ai parlé, qui m'ont aidé, qui s'étaient plantés aussi. Et qui m'ont permis de redémarrer. Et je suis reparti sur quelque chose de beaucoup plus simple que je savais à peu près faire, sans ambition, juste pour gagner mes 3 francs 6 sous et vivre. Je suis devenu prof, entre guillemets, presque à plein temps. Plus, j'avais fait une bande dessinée sur la création d'entreprise pour les collégiens, qui s'appelle Lucie et Valentin, qu'on a édité à plus de 500 000 exemplaires, en France, en Guyane, en Belgique, un peu partout, en Corse. Et j'en ai créé une boîte qui s'appelle Sido, après, qui fait du conseil en pédagogie, et qui fait aussi notamment les vidéos Dessine-moi l'écho, des vidéos qu'une petite main qui explique l'économie, qui sont diffusées sur le monde. Petite boîte de 15 personnes, puis... l'appétit vient en mangeant, comme cette boîte commençait à bien marcher, et comme j'étais mauvais commercial, je me suis créé des outils pour être meilleur commercial, et j'ai créé Tilki, qui est un logiciel qui permet de traquer la lecture des pièces jointes et de savoir exactement ce qui est lu par le destinataire, quelle page, combien de temps par page, dans quel ordre, et qui avertit en instantané l'expéditeur pour dire lui il est chaud, il faut le rappeler, lui il se fout de ta gueule, il a regardé que t'es pris, il est parti. Voilà comment on rebondit, et sachant que c'est ma conclusion en fait que je voulais avoir, on s'en fout de tout ça. J'ai fait plein de choses, j'ai fait
plein de choses. Mais à savoir, quand on crée sa boîte, on a plus de chances de planter que de réussir. Que le pire plantage du monde, c'est de ne pas planter, c'est de survivre. Je connais pas mal d'entrepreneurs qui galèrent, qui travaillent 70 heures par semaine à se payer le SMIC. Pour moi, c'est un plantage bien pire que d'aller au tribunal un jour et de repartir sur des bases saines. Il faut savoir arrêter. Alors, le bon moment, il est impossible à trouver. Mais il faut savoir dire stop, parce que c'est fatigant, moralement aussi, et on perd confiance en soi. Et c'est là où il faut avoir des gens autour de vous qui vous aident et qui vous accompagnent pour repartir sur de nouvelles aventures. Moi, j'ai cette chance-là, mais sachant que je suis allé parler de ce plantage avant de savoir que potentiellement j'allais réussir un truc. Mais de faire l'analyse de pourquoi on s'est planté, on apprend beaucoup, beaucoup plus de choses sur soi. Quand on crée sa boîte, on sait vite là où on n'est pas bon. Quand on est dans une entreprise salariée, il y a des trucs qu'on peut ne pas voir parce que c'est les autres qui font et on se rend pas compte. Quand on fait sa boîte et qu'on est tout seul face à une feuille blanche, il y a des trucs on est mauvais. Et on est obligé de s'en rendre compte pour après mieux s'entourer, pour trouver les bons associés, ce que tu disais juste avant. Mais parce qu'on sait qu'on ne sait pas vendre, ou qu'on ne sait pas marketer, ou qu'on ne sait pas produire. Et là, on va trouver les bonnes personnes parce qu'on a fait ces conneries-là. Donc pour moi, c'est salutaire. Échouez, 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 et éclatez-vous. Alors, merci à tous les deux pour ces beaux témoignages. Je vous propose de continuer à creuser un petit peu dans vos histoires et dans vos expériences au travers du public. Puisque, comme tout à l'heure, vous allez avoir l'occasion de voter pour élire le meilleur perdant. Alors, s'il vous plaît, cette fois-ci, ne me faites pas une égalité, choisissez-en un. Moi, j'ai pas d'avis, mais choisissez-en un. Et du coup, ce que je vous propose, en fait, c'est que vous puissiez leur poser des questions, à la seule spécificité que ça ne sera pas des questions adressées à l'un ou à l'autre, mais des questions adressées aux deux. Donc l'idée, c'est que vous posiez une question pour les deux à chaque fois, et que on puisse comparer vos réponses. Et c'est sur ces réponses-là que vous pourrez ensuite désigner votre perdant préféré. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ouais, je vois une main levée par là. Il y en a un là. Je garde le mien. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Moi, j'adore l'effet papillon. Et je me dis, si vous aviez un truc à changer, c'était quoi? Et vous auriez peur, qu'est-ce que ça aurait pu faire aujourd'hui, quoi? On l'a regardé ensemble, l'effet papillon dans le train. Si on avait un truc à changer, je pense que, alors sur le projet Révolusport, vraiment sur le projet Révolusport, la première des choses, c'est reviens nous voir quand tu as un deuxième associé ou un troisième associé avec toi. On veut une équipe, on ne veut pas un porteur seul. Je pense que vraiment c'est la base sur laquelle on n'aurait jamais dû déroger. Vraiment, je veux les refaire, moi, ces erreurs. Donc je suis content de les avoir faites. Par contre, ce qui aurait pu changer, c'est qu'on me soutienne plus au début, ce qui m'aurait peut-être moins donné envie de créer. Donc heureusement qu'on m'a dit ça marchera jamais. Moi, je marche qu'au défi. Plus on me dit ça marchera pas, plus j'ai envie de leur montrer que ça marche. Donc heureusement que j'ai pas été trop soutenu au démarrage. Merci pour vos réponses. Je crois qu'il y avait une main levée par là-bas tout à l'heure. Donc Sylvain, si tu avais été voir Startup Maker, quel genre de conseils t'aurais eu attendu? Et Gérald, quels sont les conseils que tu aurais donnés à Sylvain, dans son cas, en tant que Startup Maker? Il y a un truc qui m'a frappé en fait, dans ta présentation quand tu parlais du fait que tu étais une génération M6 et Canal+. Je t'aurais demandé d'explorer des marchés où ces bijoux ne se mettent pas que dans les cheveux. Je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Sylvain, une réponse? Moi, je devrais demander comment on fait une super campagne Kickstarter pour lancer ces bijoux pubiens, parce que ça aurait été un truc avec une superbe vidéo en motion, je pense, un truc incroyable. Merci beaucoup. On aurait pu faire un mix intéressant entre les deux. Alors, est-ce qu'on a une dernière question, éventuellement? Oui, je vois une main ici. Moi, je souhaiterais juste savoir, dans la descente aux enfers, finalement, à quel moment on comprend que c'est vraiment mort? Il y a tellement de moments. Moi, j'ai eu un mec qui était prêt à nous racheter 1 an avant la liquidation. Et ça a duré 6 mois de négo où il laissait un peu traîner les choses. Le projet était vraiment magnifique. Et le jour où on devait signer, il m'a appelé
j'étais en voiture pour arriver au bureau, il m'a proposé de nous racheter, mais avec un prix divisé par 6 le jour de la signature. J'en ai chialé. Et c'était un premier moment très très dur. Après, le deuxième moment, c'est quand on ne peut plus rentrer dans ses bureaux, quoi. Et que même, j'avais oublié, une salariée qui était en vacances, anecdote horrible. La semaine de liquidation, tout le monde était au courant, on était assez transparent là-dessus. Sauf que j'ai oublié de la prévenir et que lundi matin, elle ne pouvait pas rentrer au bureau. Et là, ouais, on a compris que c'est fini, quoi. Ouais, ça illustre pas mal en fait finalement ce que j'allais raconter, ce que tu dis, puisque toi tu étais vraiment dans la posture de l'entrepreneur. Nous on est sur Evolusport, on était plus dans la posture de l'investisseur. On a fait le choix il y a 1 an et demi d'arrêter de financer Revolusport et on a coupé en fait relativement tôt. Le principe étant de se couper le doigt plutôt que le bras. Et le porteur a continué. Il a continué sans financement. Il a continué. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la liquidation il y a 2 mois. Et je pense que mais c'est le propre de l'entrepreneur en fait, hein. C'est le propre de l'entrepreneur, c'est le gars qui y croit et qui vraiment va poursuivre son projet, qui va le poursuivre jusqu'au bout et qui va y croire jusqu'au dernier moment, quoi. Donc la réponse à cette question, je pense qu'elle dépend de ton niveau d'implication. Est-ce que tu es l'entrepreneur du projet ou son financeur entre guillemets, quoi. Merci beaucoup pour ces réponses. Il y avait une autre question ? Non ? Vous avez été dénoncé. S'il y a une dernière question, c'est le moment de se lancer. On est tout bon ? Sinon, moi j'ai une question pour collègue. Super. En tant qu'investisseur, quelle est la responsabilité face à l'échec d'un projet ? Alors, d'abord, j'apporte là une précision. On n'est plus en posture d'investisseur, hein. Clairement, on est devenu un studio, donc ça veut dire qu'on crée nos propres projets. On est donc entrepreneur de nos propres projets. Et donc, on engage clairement notre responsabilité opérationnelle. Et rappelle-moi ta question. En tant qu'investisseur, quelle est ta responsabilité face à l'échec ? Ouais, excuse-moi, voilà, je reviens. J'ai passé le temps où je vous ai parlé de Revolusport, j'ai dit on à chaque fois. Je pense avoir dit on à chaque fois. En tout cas, à un moment donné, j'en ai pris conscience pendant que je parlais. Donc, ma conviction perso, c'est de dire qu'on porte cette responsabilité, même si on n'est pas aux manettes opérationnelles. On porte cette responsabilité parce que, quelque part, on peut opérer un défaut de conseil ou un défaut d'implication. Donc, moi, je considère qu'un investisseur, s'il fait son taf, c'est pas juste un chèque. C'est aussi une force de travail ou une force de conseil avec l'entrepreneur. Et du coup, je réponds à ma propre question. Pardon, j'ai taré ce mec. C'est que de l'argent pour eux. Un truc pour tous les entrepreneurs ici. Alors, ils vont pas m'aimer, les investisseurs, surtout si c'est tweeté, mais c'est pas bien grave, je le pense. J'ai été refinancé, moi, sur ma dernière start-up, alors que j'ai planté mes investisseurs de ma première start-up. Si vous gagnez, ils gagneront beaucoup plus que vous avec beaucoup moins d'efforts. Si vous perdez, bah tant pis pour eux. Eux, c'est pas leur boîte, ils vont tout faire pour vous donner des directions, pour vous éviter des grosses erreurs. Au final, c'est vous qui vivez mal l'échec, c'est pas eux. Et en plus, c'est souvent des chargés de projet, c'est même pas leur propre argent. Alors vous, c'est un peu différent. Pas grave, c'est du fric. Allez, on va apporter des nuances à ça. Et on est parti pour un débat Non, toute la mais nuit. je veux pas défendre des fonds d'invest. Encore une fois, c'est pas notre métier. Nous, on est vraiment sur une position de Startup Factory. Boris, Ceci dit, on a rencontré des fonds d'invest, notamment parce qu'on est nous-mêmes en levée de fonds en ce moment, et je m'aperçois qu'il y a différentes natures d'investisseurs. Il y a des fonds d'investissement, il y a des fonds qui sont dirigés par des entrepreneurs, qui sont des fonds d'entrepreneurs, il y a des family office. Et je pense qu'en fonction de la nature de tes interlocuteurs, des gens que tu vas voir, tu as certains entrepreneurs qui investissent aujourd'hui dans ta boîte, c'est quasiment du mécénat. C'est quasiment du mécénat, c'est quasiment du soutien à l'emploi. Certains, ça existe encore, j'en ai rencontré. Il y a des investisseurs dans la salle ? Vous pouvez lever la main s'il y en a, si vous osez. En tout cas, on vous invite à aller discuter avec Sylvain au cocktail. Si ce débat vous intéresse, vous pouvez le continuer avec eux, effectivement, après la soirée. Il va être temps de voter. Il va être temps de voter entre les deux. Donc, comme tout à l'heure, si vous pensez que Sylvain est le meilleur perdant parmi ce binôme, vous allez pouvoir mettre les mains de ce côté-là. Et si vous pensez que c'est Gérald, eh ben, mettre les mains de ce côté-là. Je vous invite à voter tout de suite.
C'est quasi unanime. Ok. Bon, je crois qu'on a un beau perdant. Hein. On peut applaudir Sylvain. Je vous remercie beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore. Hein.